the air with Brian. You know lying. We be trying to take it back to where you going. And we be flowing. Deuxième table ronde de la matinée, c'est déjà presque le midi, et donc des rencontres, cuisine et gastronomie. Quelles compétences ou de nouvelles compétences pour le ministère de la Culture. Vous aurez remarqué une petite particularité à laquelle je me dois de faire un sort. Dans le programme, cette table ronde doit se terminer à 13h. Mais si vous passez à l'étape suivante du programme, le déjeuner à l'hôtel de ville commence à 12h45. Cherchez l'erreur. Donc, je préfère vous prévenir, nous attendons à ce que les 3/4 de cette salle se vident vers 12h35. Juste au moment, c'est bête, franchement c'est bête, au moment où on va vous donner la parole. Ça, c'est vraiment... Bon, donc, voilà, vous faites un choix, hein, c'est un choix d'existence. Voilà. Nous, on va rester, on va s'accrocher jusqu'à 13h. Voilà. Je présenterai dans un instant les participantes. Je souligne avec intérêt, parce que ça va au-delà de l'anecdote, parce que ça nous dit quelque chose de ces questions, qu'il s'agit de 3 personnes appartenant au sexe féminin. Je présenterai tout à l'heure en détail les 3 participantes, Sylvie Grenet-Coy, Sylvie Leclèche et Sophie Mise, Le Boulez. Je voudrais cadrer rapidement le débat qui, vu d'assez loin, pourrait paraître un petit peu technique, administratif, microcosmique, les compétences du ministère de la Culture. Bon. On voit bien quel est l'enjeu profond et peut-être même un peu grave qui est derrière tout ça. Je me suis permis de citer Pierre Reverdy dans le petit texte de présentation de la table ronde. Vous avez tous lu et appris par cœur ces quelques lignes, donc je ne vous apprends rien en disant qu'il y a un poète qui s'appellera éternellement Pierre Reverdy, grand poète complètement méconnu, qui a été quand même le grand homme de la vie de Coco Chanel, au passage. Et Pierre Reverdy, il est connu pour cette phrase que vous répétez, je suppose, aux personnes aimées de votre entourage, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Je suppose que ça se vérifie matin, midi, soir et la nuit. Alors, culture gastronomique, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas des preuves. Les preuves, ce sont des institutions, des initiatives. Regardez le cinéma. Le cinéma a commencé comme non-art. Et si on peut dire qu'il est devenu le 7e art, c'est par des signes. À savoir, on décide de créer des cinémathèques, des ciné-clubs, des prix, une critique d'art se crée, on s'empoigne, des théoriciens, des départements d'université, etc. C'est là où on peut dire, bon ben voilà, c'est pas du blabla, c'est pas une brève de comptoir, le cinéma est devenu un art. C'est une question qui se pose pour, disons, la gastronomie au sens large. Et bien entendu, ça suppose qu'on soit d'accord sur la définition de gastronomie. Donc pour cette table ronde, on ne se querellera pas plus avant, on posera le sens de gastronomie dans son acception la plus large. C'est effectivement la culture du manger et du boire. Voilà. On pourrait dire autre chose. Ce n'est pas synonyme de haute cuisine ou de haute culture alimentaire, c'est la culture au sens le plus large du manger et du boire. Ce qui pose le problème du rapport avec le ministère qui s'appelle en France, ce n'est pas une particularité française, mais la France a été très précoce dans ce domaine, ministère de la Culture. Ce qui permet aussi de rappeler que nous sommes un vieux pays d'État, avec un E majuscule, E accent aigu majuscule. On peut le regretter, beaucoup de gens sortent leur mouchoir aujourd'hui pour dire « Oh là là, qu'est-ce que nous sommes étatiques, centralistes, jacobins ». D'autres sont saisis d'une sorte de nostalgie en disant « Mais tout ça c'est foutu, c'est le passé ». Moi je constate en tant qu'historien, j'ai limite pas de jugement de valeur, on est un vieux pays d'État, c'est très différent des États-Unis ou de la Belgique, pour prendre l'anti-modèle, la Belgique, pays, j'allais dire, traditionnellement d'État faible. Nous sommes un pays traditionnellement d'État assez fort ou qui croit être fort. Donc, le problème du rattachement ministériel, le problème des compétences, réelles ou supposées, ou tendancielles, c'est une vraie question. J'avoue que je me livre un petit test avec mes étudiants de temps à autre sur ces questions de politique culturelle en leur disant, en 1980, le cirque, je dirais aujourd'hui les arts de la piste, hein, les arts du cirque, le cirque a été rattaché au ministère de la Culture. 1980, c'est sous Jean-Philippe Lecas, sauf erreur, qui était secrétaire d'État, pas ministre à la Culture, mais c'est déjà le mot culture avant langue, et c'est juste avant langue. Et je leur dis, mais juste la minute d'avant de devenir une des compétences nouvelles du ministère de la Culture, de quel ministère dépendait le cirque? Et alors, il y en a assez peu qui trouvent, bon, dans la salle, il y en a certains, il dépendait du ministère de l'Agriculture. Donc, en une minute, passer pour le cirque de l'agriculture à la culture, ça dit, mais c'est très sérieux, ça dit beaucoup de choses. Tout ce que c'est qu'une légitimité. Alors, on verra ce qu'il en sera pour la gastronomie.
On a dans la table ronde précédente, d'ailleurs, très bien introduit notre table ronde, donc merci à Laurent Aron et à ses participants, parce qu'il a été clairement question de savoir où se situait effectivement la place de créateur, voire de créatif, ça j'y reviendrai, puisque, pour simplifier, on est passé sur quelques siècles de l'artisan à l'artiste, de l'artiste au créateur, maintenant du créateur au créatif. C'est là aussi tout à fait significatif. Je pense qu'à ce stade-là, peut-être qu'il est intéressant de constater qu'il y a effectivement plusieurs administrations publiques, parlons d'administrations publiques, centrales et décentralisées, qui peuvent affirmer être compétentes et qui le prouvent ou qui ne le prouvent pas, en tous les cas, qui ont déjà initié un certain nombre de programmes, de projets, posé quelques institutions, et ça permet au moins de lancer la discussion. Après, on peut avoir des vœux pieux. On va peut-être terminer cette table ronde par des grands vœux pieux en disant il faudrait que dans les 5 ans, voilà, bon, ça sera le manifeste de la table ronde numéro 2, mais pas pour la motion. Mais n'allons pas jusque-là et commençons par des expériences concrètes et par des expériences de terrain. Et c'est pour ça que je donnerai d'abord la parole à Sophie Mise, commissaire générale de la Fête de la Gastronomie, mais qui n'est pas que ça, et qui, à travers son expérience personnelle, elle peut remonter au déluge, nous avons un peu de temps, peut nous raconter comment on se trouve être à la tête d'un vaisseau, qui est peut-être un vaisseau amiral, d'une manifestation qui, en fait, par sa pérennisation, est plus qu'un événement ponctuel. Sophie. Bonjour, je suis très contente d'être là parce que je trouve ça intéressant. Hier, j'étais à Open Agri-Food à Orléans à m'intéresser à des sujets d'agriculture, de filière, d'alimentation, de préservation de la planète, de comment on va se nourrir demain, etc. Et aujourd'hui, je suis ici et on est au cœur du sujet que vient de présenter très bien Pascal. J'avais envie justement de remonter au déluge parce que, en fait, l'histoire des ministères, elle est liée à l'histoire humaine pour moi. Vous voyez, l'être humain... avant d'être dans l'état où on est là, à s'écouter, à essayer d'échanger le plus intelligemment possible pour s'enrichir, a d'abord été une créature qui était juste dans la survie, quoi. Et là, le rapport à la nourriture, il était de créateurs extrêmement primitif et on était juste dans la survie, c'est-à-dire qu'on allait trouver ce qu'on pouvait pour se nourrir. Après, on est passé, je vais faire un raccourci un peu rapide et je ne veux surtout pas dire que je suis une spécialiste de tout ça, mais c'est assez évocateur de ce que je vais vous dire après, sur la cuisson, qui est un peu par hasard liée avec le feu. Ensuite, on est passé dans la zone agriculture, c'est-à-dire les premiers qui ont commencé à aller cultiver des légumes, des baies, etc. L'élevage arrivant ensuite. Et je pense que la conscience d'être dans un aliment qui nous faisait plaisir, qu'on allait regarder, qu'on allait cultiver, assembler, créer, etc., qui est au cœur de notre culture de ce moment, c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement au cours des siècles. Et il ne faut pas le perdre de vue, c'est important parce que si on a un regard sur la planète un petit peu au-delà de ce regard un peu auto-centré qu'on peut avoir en France, on a quand même encore beaucoup de pays où les gens sont dans la survie et ne pensent qu'à se nourrir juste pour être debout et vivant le lendemain matin. Donc il ne faut pas oublier ça et je pense que ça va me ramener à ce que je vais vous dire sur les compétences ministérielles et la mission qui m'a été confiée par les ministres parce que quelque part, ça montre aussi la manière dont on peut regarder cette notion d'alimentation, de nourriture, de cuisine, de plaisir, de culture de la nourriture, de convivialité, voire de promotion et de discours autour de ça, parce qu'on est à un moment, et c'est la fin et la dernière partie, on va dire, de la civilisation, dans le faire savoir, dans le faire connaître, dans une société de communication dans laquelle on est, de la création, dans les raccourcis de communication qu'on crée et dans lequel on est profondément ancré depuis une dizaine d'années avec Facebook, Twitter, Internet, etc. Donc, je voulais vous faire part de ça parce que ça a un lien avec la durée, vous voyez, avec l'évolution des civilisations, l'évolution humaine, et je crois que le dialogue qu'on peut avoir et les passions qu'on peut avoir autour de ce sujet de la gastronomie en France font état également de cette évolution-là. Là, on est très clairement dans un domaine qui n'est pas le mien puisque je suis au ministère de l'économie. Néanmoins, je suis une femme extrêmement curieuse, comme certains le savent. Et je pense que c'est important de ne pas le perdre de vue et d'en être conscient parce que le regard personnel qu'on porte sur la nourriture, il est très lié avec des composantes culturelles, des composantes émotionnelles, des composantes, on va dire, très subjectives ou familiales
familial, de savoir si on est dans une compensation pour manger par manque d'amour, par frustration personnelle, ou si on est dans quelque chose qui est très lié à quelque chose de carnivore, qui serait plus dans le combat, etc. D'autres qui vont être dans des rapports très culturels, très émotionnels, avec un besoin de sensation. D'autres dans une zone artistique, et dans ce cas-là, la zone de sens qu'ils vont solliciter, elle sera plutôt visuelle et dans des zones artistiques. Et je pense que c'est en effet quelque chose qui fait appel à toute notre sensorialité. C'est important d'être conscient d'y être connecté. Moi, personnellement, je me fais aspirer parfois par des plats comme dans un tableau, vous savez, où on tombe dedans, où ça vous saute dessus. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien me laisser faire avec ça, avec mes émotions. Je trouve ça extrêmement précieux et c'est des moments très sensuels et d'une jouissance incroyable. Donc, j'espère que vous avez accès à ça. En tout cas, tout le monde est capable de développer cette sensation-là. Il faut juste un petit peu d'abandon. Mais pour revenir à la... C'est vrai que je m'égare un petit peu, pardon. Mais pour revenir à cette histoire de ministère, l'exemple qu'a cité Pascal sur le cirque est incroyable. C'est-à-dire que vous voyez, l'animal qui était au cœur du cirque, tout d'un coup, était le cœur de l'histoire parce qu'il fallait l'entretenir, en prendre soin. Il y avait des normes sanitaires, le transport, etc. On était à l'agriculture. Alors, pour parler de la mission qui m'a été confiée, c'est assez rigolo, je sais, et ça a pu agacer beaucoup de gens au moment où ça a été créé. Et c'est curieux et à la fois intéressant parce que les choses évoluent et c'est ça qui est bien, je trouve. C'est que la fête de la gastronomie a d'abord été, comme souvent en politique, une phrase de ministre fin 2010, dans un moment d'une actualité quand même importante, parce qu'on était novembre 2010, dans le repas gastronomique des Français, avec cette espèce de fantasme qui avait eu préalablement de penser que la gastronomie française pouvait être au patrimoine immatériel. Et puis on a bien vu que c'était un dossier qui ne pouvait pas aboutir pour de multiples raisons, ne serait-ce que par la définition du patrimoine immatériel, mais je crois qu'on en parlera avec plus de précision après. Néanmoins, on s'est retrouvé avec cette histoire du repas gastronomique et la confusion qui s'en est suivie dans les mois suivants, puisque la presse, les politiques, les économistes, tous les gens du secteur mélangeaient tout et tout le monde parlait de la gastronomie au patrimoine immatériel de l'UNESCO et ça a perduré pendant pas mal de temps. Néanmoins, ça a créé une actualité assez puissante qui a fait remonter ce sujet dans une zone politique. Et on va dire que dans la zone politique, il y avait en effet ce dossier du repas gastronomique des Français qui était plutôt traité par la culture, qui ensuite a été mis en place avec un partenariat au ministère de l'Agriculture. Mais l'activité qui est peut-être la plus génératrice de revenus et d'emplois, elle se trouve dans la zone artisanat-restauration et le ministère artisanat-restauration qui avait également le tourisme à l'époque de plein exercice est au ministère de l'économie. Et donc en 2011, alors que ce ministre-là est en pleine zone politique de négociation TVA, je veux juste vous rappeler le contexte, on est dans un double contexte à la création de la fête de la gastronomie, donc le repas au patrimoine, et puis la baisse de la TVA qui ne crée que des mécontents, c'est-à-dire que le grand public a l'impression qu'on fait un cadeau extraordinaire aux restaurateurs, les restaurateurs ont l'impression que sur cette négociation ils se sont fait avoir puisqu'il a fallu qu'ils cèdent sur des zones d'emploi, de formation, de mutuelles, etc. Donc il y a une exigence assez forte. Et les journalistes spécialisés portent un discours plein de contradictions. Donc le ministre à l'époque était dans une période qui était assez complexe pour lui et il voulait apaiser le secteur. Et c'est là que c'est intéressant de voir la stratégie politique que vous lisez dans la presse tous les jours avec ces changements son intensité, ses revirements, voilà, c'est intéressant intellectuellement à observer. En tout cas, ça a permis la création d'un beau projet qui était compliqué à mener et qui était tout sauf simple et qui a créé beaucoup de compétition, de concurrence, etc. Parce que monter un projet sur tout le pays, voire au-delà, avec une ambition aussi forte, ça ne se fait pas en un jour. C'est très complexe. C'est pas comme certains qui m'appellent et qui me demandent si je dirige un salon ou une exposition ou autre. Je leur dis non, j'ai tout le pays. Avec cette folle ambition qu'on m'a laissé porter, avec quand même une certaine générosité de la part de l'équipe du ministre, qui avait plus une envie à l'époque de créer un événement en effet lié à la restauration et à l'artisanat de bouche. Et moi, l'obsession que j'avais, que je continue à porter, c'était un travail puissant sur le décloisonnement, sur la visibilité des métiers, sur la visibilité des gens, des techniques, sur la visibilité des produits, et de se servir de cette fête de la gastronomie comme un outil important pour l'identité française, pour créer une sorte
de fierté qui n'est pas nuisible. Je crois on a un grand problème en France avec notre drapeau national, ce qui est assez curieux par rapport à d'autres pays. Mais moi, je pense on est un grand pays de gastronomie et qu'on a le droit d'être fier de ça, de ne pas être dans une forme de déshérence ou d'autocritique ou de cynisme. On est toujours un peu entre fierté, arrogance et aspect déceptif en France. Mais en tout cas, on a de quoi être fier de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a raconté, de tout ce qu'on a créé, de la théorisation française. Enfin, là, il y a plein de spécialistes dans la salle qui connaissent tout ça bien mieux que moi. Mais néanmoins, c'est un vrai beau sujet, quoi. Et un sujet qui est évidemment culturel, un sujet qui est économique, un sujet qui est agricole, un sujet qui est lié à la promotion du pays, un sujet de rayonnement français. Et on a eu quelques conversations avant. Je pense que la gastronomie, à ce moment précis de l'aventure du pays, économique, politique, ça peut être un vrai grand sujet de fierté et de portage pour ce pays. Et la fête de la gastronomie avait cette ambition qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais qui est en train de se construire petit à petit, d'arriver à créer du lien, cette obsession de décloisonnement, et puis quelque chose que j'essaye de mettre en place, qui me paraît assez joli, de créer du respect mutuel entre les êtres et entre leurs métiers. Donc on avance doucement, je ne vais pas parler trop longtemps, on avance doucement. Cette année, c'était la 4e édition, on a atteint pratiquement 9300 événements sur tout le pays, dont 253 événements à l'étranger. Il ne s'agit pas seulement de créer une croissance en termes de nombre d'événements, parce que ça pourrait être la médiocrité. Vous voyez, l'exigence éditoriale d'un projet comme ça, elle est importante. Je pense que les projets qui peuvent être créés sont autant à destination du grand public qu'à destination des professionnels. Et c'est un projet que je réclame autant B2C que B2B, et que c'est un projet de culture française. Donc en effet, la gastronomie, elle est à la culture parce qu'elle parle de notre patrimoine, de notre identité, de la vie essentiellement. Mais bon, on enchaînera plus tard. Merci. Alors, on peut enchaîner quand même par une question complémentaire, Sophie, sans vous demander d'outrepasser vos obligations de réserve. Il y a des obligations de réserve pour les 3 personnes ici présentes. Moi, j'ai aucune obligation de réserve, bien sûr. Mais est-ce que, au moment où c'est monté, au moins au départ, on va revenir sur la situation d'aujourd'hui, de demain, 2014, 2015, 1000 ans, etc. Est-ce que le contact avec le ministère de la Culture était envisagé et comment est-ce que ça s'est passé? Ou est-ce que c'était vraiment une opération commerce et artisanat, donc en fait par derrière Bercy, ce qui n'est pas négligeable? Alors oui, tout au début, en effet, c'était uniquement Bercy, c'est-à-dire que moi, j'ai eu absolument aucun contact et il y avait un privilège ministériel du ministère de l'économie et des finances et on était sur une zone clairement artisanat, commerce et tourisme. Moi, j'étais idéaliste comme je suis, avec des envies de collaboration partout. Et on a commencé comme ça. Il n'y a que cette année que s'est matérialisée une collaboration importante que j'avais commencé à mettre en place l'année dernière dans les faits, mais cette année avec le ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire, et qui a bien sûr la zone alimentation qui était précieuse. Et ça peut évoluer, mais là, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Voilà, peut-être que mes voisines de droite pourront en dire plus. Donc on a déjà évoqué au moins deux administrations publiques qui peuvent être ou qui sont implicables. L'économie avec les déclinaisons commerce, artisanat, pourquoi pas industrie bien sûr. D'autre part, l'agriculture qui a une vieille tradition dans ce domaine. Ce n'est pas dans cette salle que je l'apprendrai. Et puis bien sûr le ministère de la Culture. On pourrait ajouter, parce qu'il va certainement s'inviter, puisqu'on a évoqué le tourisme en soi, mais maintenant les affaires étrangères. C'est avec une des grandes nouveautés de ces derniers temps, ces derniers mois, à peine de ces dernières années, c'est la prise au sérieux. Parce que c'est ça, au fond, c'est la question. C'est là aussi, c'est pas simplement un discours un soir devant une assemblée générale et puis bon, ça s'arrête là. C'est visiblement la volonté, pour être clair, de Laurent Fabius et de quelques autres, de faire que le tourisme soit dans les attributions des affaires étrangères. Le tourisme comprend évidemment une dimension gastronomique. Alors, j'ai envie de donner la parole à quelqu'un qui peut donner un exemple, et après on peut extrapoler à partir de cet exemple concret, de cette étude de cas, d'une contribution du ministère de la Culture à cette réflexion, à travers le patrimoine justement immatériel, puisqu'on a évoqué le fameux classement de 2010. Ce n'est un secret pour personne pour dire que l'IEHCA a joué quand même un rôle à sa place dans ce fameux classement du, rappelons-le après Sophie, repas gastronomique des Français. Moyennant quoi, le soir même à la télévision, bien entendu, on n'interviewait que des chefs. Pourquoi pas? Mais c'est quand même assez significatif, puisque justement, ce qui a été classé en 2010, je le rappelle,
c'est tout le monde dans cette salle. C'est-à-dire les Français, quand ils se mettent à faire un peu de cuisine d'une certaine distinction par rapport à la cuisine quotidienne. C'est ça le classement. C'est un classement anthropologique. Ce n'est pas le classement de Joël Robuchon, que par ailleurs nous saluons. Mais ce n'était pas le but de l'opération. Et je pense donc que Sylvie Grenet-Coy peut nous donner l'exemple effectivement d'un travail sur le patrimoine, et entre autres sur le patrimoine immatériel, puisqu'au ministère de la Culture, elle est chargée de mission dans ce secteur. Bah, écoutez, moi je vais peut-être faire un peu dans l'anecdotique, qui sera, j'espère, pour vous... j'espère que ça va vous intéresser. C'est peut-être ce qu'on m'a un peu demandé. C'est un peu la genèse de ce dossier et comment ça s'est passé. Dans la mesure où moi, j'ai eu la chance d'être dans ce processus dès le début. C'est-à-dire que la France a ratifié la Convention du patrimoine culturel immatériel en 2006 et moi j'étais déjà en poste dans le secteur anthropologique depuis 2005. Donc d'emblée, ça paraissait vraiment extrêmement intéressant. Et d'emblée, c'était parce que moi, en tant que... je suis anthropologue de formation, moi, je constatais qu'en France, il y avait une perte de la connaissance des faits anthropologiques français. C'est-à-dire que beaucoup de facultés s'étaient beaucoup intéressées à l'anthropologie africaine, l'anthropologie asiatique. Et en France, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient perdues. En particulier parce que la sociologie avait gagné beaucoup de terrain et travaillait plus sur les macro-études que sur les micro-études, ce qu'on appelle dans le langage, on va dire les études de terrain et un peu les musiques, traditions populaires qui étaient vraiment entachées de ringarditude aiguë, on va dire. Et donc là d'emblée on s'est dit que ce qui arrivait, cette convention du patrimoine culturel immatériel, c'était absolument fabuleux pour relancer les connaissances en anthropologie de la France. Et donc moi, le secteur auquel j'appartiens au sein du ministère de la Culture, c'est un secteur de recherche. Donc on travaille sur les recherches en ethnologie. On n'a pas du tout de rôle stratégique, de rôle de rédaction de loi ou autre. On a cette chance en France d'avoir au sein du ministère de la Culture des entités qui ne sont pas uniquement des entités administratives, mais qui sont aussi des entités de recherche. Et donc, ce qui était requis dans le patrimoine culturel immatériel, c'était que les communautés, c'est ce qui est dit dans la Convention UNESCO, présentent le projet. C'est-à-dire que nous, d'emblée, on ne s'est pas du tout posé comme étant des gens qui allaient donner la bonne parole et dire ça, c'est le patrimoine. Au contraire de ce qui avait pu se passer par le passé au sein du ministère de la Culture, où là, la vocation en particulier pour le patrimoine monumental, c'est de dire ceci est patrimoine, et ça date de Mérimée. Donc ça, ce monument, vous ne le connaissez pas, mais ça, c'est le patrimoine de la France. Et le ministère, les experts décident que c'est le patrimoine de la France. Là, l'UNESCO avait renversé, on va dire, la vapeur, et nous, on était complètement dans ce courant-là, un courant dont on n'est pas uniquement les précurseurs, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un travail extrêmement important qui a été réalisé depuis, on va dire, les années 80 et même avant, par le service de l'inventaire général, auquel il faut vraiment rendre hommage, parce que eux, ils ont, à travers une étude du monumental, eu une approche vraiment iconoclaste pour le ministère et pour le patrimoine matériel de ce que pouvait être le patrimoine, et en particulier, déjà, dans les années 80, on a des études de l'inventaire général qui travaillent vraiment sur les faits ethnologiques, et vous avez dans les cahiers du patrimoine de l'inventaire beaucoup de choses qui concernent d'ailleurs le patrimoine gastronomique, les recettes. Vous avez plein de campagnes photos où vous avez vraiment l'inventaire des gestes pour la fabrication de tel fromage, etc., ce qui n'est pas suffisamment connu, et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Donc là, nous avons été contactés pour la gastronomie par ce qui n'était pas encore l'IEHCA, mais par des personnes qui se reconnaîtront, qui nous ont dit, voilà, ça serait vraiment extrêmement intéressant de travailler sur la gastronomie française. Ce n'était pas le repas gastronomique des Français. Pourquoi ? On ne jette la pierre à personne, tout simplement parce qu'on était au tout début de la Convention. Si le dossier est passé en 2010, vous imaginez qu'il n'était pas prêt en 2009. Il y a vraiment eu des réflexions au préalable, et les gens qui ont travaillé avec nous étaient parmi les premiers à travailler sur ce dossier. Et au début, on ne savait pas du tout comment on allait mener les dossiers. On ne savait pas du tout le type d'argumentaire qu'on pouvait présenter à l'UNESCO. On avait quelques lignes directrices, mais on ne pouvait pas approfondir davantage ces lignes directrices. On faisait au fur et à mesure que tombaient les dossiers. Et donc, là, quand même, on s'est dit que la première chose qu'il fallait faire, ça n'était pas de parler de gastronomie française au sens
des annonces du président de la République, qui a quand même, bon, ça vous le savez, fait cette magnifique sortie sur la cuisine française, qui est la meilleure du monde. Et ça, nous, on connaissait quand même suffisamment les gens de l'UNESCO pour se dire que ça allait passer très, très, très mal. Parce que l'UNESCO, c'est quand même une maison qui travaille beaucoup sur les valeurs de reconnaissance mutuelle, et ça aussi, les gens qui font partie maintenant de l'UHCA m'en ont parlé. Aussi, ils ont essayé de rattraper vite le tir en disant non, la gastronomie française c'est pas la meilleure cuisine du monde, c'est une cuisine parmi d'autres qui a son excellence, mais qui est une excellence qui est à l'égal de l'excellence des autres. Mais ça, on savait que ça allait nous plomber pour le dossier, et ça n'a pas loupé. Je vous en raconterai après comment ça s'est passé. En tout cas, l'idée, ça a été vraiment de montrer que la gastronomie, ça pouvait passer par autre chose que l'élitisme, ça pouvait passer par autre chose que la publicité qui est faite de certains grands chefs, qui n'est qu'une publicité, parce que je sais que beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout cette attitude élitiste. S'ils produisent certaines choses, ça n'est pas du tout dans une volonté élitiste. C'est un autre mode de fonctionnement, c'est un autre mode de nourriture, c'est un autre mode d'approche de la nourriture. Mais c'est vrai que là, on ne pouvait pas travailler uniquement sur cet aspect-là. Et donc, avec la personne qui a rédigé le dossier, qui s'appelle Julia Sergaud, donc qui est professeure à l'Université de Lyon, qui a rédigé le dossier, on a beaucoup travaillé, et moi j'étais une de celles qui a travaillé avec elle en premier, sur comment est-ce qu'on pouvait faire passer la notion de gastronomie de manière non élitiste auprès de l'UNESCO. Et c'est comme ça que Julia Sergaud a trouvé la notion, après beaucoup de discussions et des comités de pilotage auxquels a participé d'ailleurs Pascal Horry, sur la notion de repas gastronomique des Français. Et donc en découle l'idée que ce sont plutôt des manières d'être, des manières de faire, des manières de concevoir aussi le rapport aux autres à travers la nourriture. Et une préoccupation aussi du produit, du producteur, etc. Voilà, exactement, tout à fait. Donc de bonne qualité du produit, etc. Donc une fois que ce dossier a été rédigé, donc ça a pris à peu près 2 ans, beaucoup de retours, beaucoup d'hésitations, et on ne savait pas vraiment si ça allait passer. Donc le dossier est passé à l'UNESCO pour inscription en 2010. Et donc ça, c'est passé dans une instance de l'UNESCO qu'on appelle un comité. Donc au sein du comité, il y a des experts qui examinent le dossier. C'est à peu près une dizaine d'experts qui sont délégués par différents groupes de pays, qui examinent le dossier. Ces experts sont pour la plupart des anthropologues, qui donnent leur avis. Et ensuite, cet avis est entériné ou non au sein de donc, cette assemblée qui s'appelle le comité. Les experts avaient donné un avis favorable à ce dossier parce qu'il y avait un fond anthropologique qui était très fort, il y avait des valeurs humaines qui étaient portées, qui étaient très fortes, mais on s'attendait à un retour de bâton lors du comité qu'on a eu. Et donc en particulier de la part des Japonais qui ont eu des interventions extrêmement sévères sur le fait que de toute manière, même si le repas gastronomique des Français était présenté, ce qui serait mis en valeur, ce serait l'aspect commercial et en particulier les industries qui étaient liées à l'agronomie et aussi aux manières de table. C'est-à-dire qu'on a en particulier un délégué japonais qui a très clairement déclaré qu'elle n'acceptait pas que ce qui pouvait être mis en avant dans le dossier, ça pouvait être la valorisation en particulier de la cristallerie. Ça a été vraiment quelque chose, bon, en particulier cristallerie de Saint-Louis, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais bon, voilà. Donc ça a été assez difficile. Bon, on n'empêche que le dossier est passé, donc on en est très heureux, mais on l'a échappé belle. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément évident de l'avoir. Et en fait, on a, nous, malheureusement, par rapport aux autres pays, on est dans le collimateur de l'UNESCO parce que nous avons cette tradition et ce vocabulaire dit de l'excellence, qui n'est pas le vocabulaire de l'UNESCO. Et donc, il se trouve que nous avions déjà tenté de présenter des dossiers parce qu'on n'était pas encore tout à fait sûr de la doxa du patrimoine culturel immatériel. On avait par exemple présenté un dossier sur la haute joaillerie française qui pour nous était extrêmement intéressant puisque c'était des savoir-faire français. C'est un dossier qui a été retoqué parce qu'il y avait cette image de luxe et d'excellence française. Et donc c'est à chaque fois ce que nous essayons de dire auprès de tous nos partenaires, et c'est ce qui risque, je le crains, de se passer pour le ministère des Affaires étrangères qui est en train de mettre en place je ne sais pas si ça s'appelle une cellule, mais enfin un comité de l'excellence française, c'est qu'il ne faut pas parler d'excellence.
Voilà, c'est extrêmement important. C'est l'exemplarité qui compte. Il faut la pratiquer, mais pas le dire, c'est ça. Il faut la pratiquer. L'excellence, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que fondamentalement, en un sens, je ne vais pas jouer mon petit Calimero ministériel, mais enfin, c'est quand même pas juste que le Japon, par exemple, qui a une très haute cuisine d'un raffinement extraordinaire, qui vous propose les plats kaiseki, enfin, c'est une excellence culinaire particulière, ne soit pas dans le collimateur, alors que nous, on l'est lorsque on fait des recettes qui sont parfois même d'un niveau moindre que les recettes kaiseki. Donc, c'est quand même assez étonnant pour le coup. Mais en tout cas, voilà, donc on a ces règles, on a ce vocabulaire qu'il faut respecter, mais en même temps, moi je trouve que ça crée vraiment une dynamique très particulière. C'est une prise de conscience, vraiment, là, que la cuisine, c'est un bien partagé par tous, c'est des pratiques partagées par tous. Et donc là, il faut vraiment maintenant qu'on travaille aussi avec les lycées, les prisons, pour la prise en compte de ce patrimoine auprès de tous. En 2 mots, Sylvie, là on était en 2010 à l'échelle de l'UNESCO. On atterrit à l'échelle du ministère, et nous sommes en 2014. Votre travail, ou le travail de personnes proches de vous, au sein de ce département, qui lui-même fait partie d'une direction, etc., consiste en quoi? L'accompagnement du classement, on va peut-être reparler évidemment des cités de la gastronomie, surtout à Tours. En quoi est-ce que... Oui, c'est tout. Alors maintenant, en fait, c'est le dossier demande... dans le dossier, il y a ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde. Et il faut que les États soient garants des mesures de sauvegarde et qu'il y ait une application de ces mesures de sauvegarde. Donc, effectivement, c'est l'accompagnement des créations type cité de la gastronomie. On a également au sein du ministère donc un autre service qui s'occupe dans le cadre de la Convention culture-agriculture de la mise en place et de la diffusion de la notion de repas gastronomiques auprès des lycées, donc dans beaucoup de régions. Donc ça se fait à différents niveaux, c'est-à-dire à la fois le niveau, on va dire, des grandes institutions, des grandes institutions qui vont se mettre en place, et en même temps d'actions peut-être un peu plus ponctuelles, mais qui néanmoins ont vraiment une part structurante vraiment importante à jouer. Et donc là, on travaille avec le ministère de l'Agriculture en particulier, qui a vraiment fait un beau boulot là-dessus. Vous avez évoqué déjà à plusieurs reprises dans vos dernières phrases le rôle de l'éducation nationale. Voilà un ministère dont on ne peut pas manquer de reparler tout à l'heure. Alors je voyais que pendant que vous parliez, Sylvie Leclèche opinait souvent, donc avait l'air d'être tout à fait raccord avec vous, ce qui peut se comprendre puisque vous êtes du même ministère. Mais Sylvie Leclèche, qui est DRAC, directrice, insistant sur directrice, pendant un certain temps il n'y avait que des directeurs, mais maintenant il y a de plus en plus de directrices, là comme ailleurs, directrice régionale des affaires culturelles, c'est-à-dire quelqu'un de très important dans d'abord la hiérarchie du ministère, un ministère qui a, de façon assez précoce, dès les années 60, cru à la dimension régionale. Et ici à Tours, eh bien, on n'a pas besoin de le défendre. Donc je suppose que sa manière d'envisager la question du statut de cuisine et gastronomie, ou disons gastronomie comme culture du manger et du boire, elle peut se voir d'un point de vue général, parce que vous avez un passé qui peut vous amener à réfléchir là-dessus, et puis aussi au niveau régional. Il y a une déclinaison régionale de tout ça. Vous avez un micro. Chacun a un micro. Merci Pascal. Bonjour à tous. Oui, effectivement, en essayant d'échanger préalablement sur la question posée, est-ce que c'est une nouvelle compétence finalement, la gastronomie, et puis l'incarnation, j'allais dire, par le soutien, le classement, la labellisation du repas gastronomique des Français, est-ce que ça apporte une nouvelle compétence au ministère de la Culture? Moi, je vais essayer de vous dépeindre, grâce à peut-être des exemples concrets, ce que peut être l'intégration, en fait, dans des politiques opérationnelles du ministère de la Culture au niveau régional, l'intégration véritablement de cette nouvelle dimension. Et je parle bien d'intégration parce que je pense que la société contemporaine en a peut-être assez du millefeuille administratif et du fonctionnement en tuyau d'orgue, et ce qui fait le gage du succès en fait au départ d'une démarche pilote qui souvent commence au niveau d'instances de recherche. Vous l'avez tout à fait souligné, on a de la chance au sein du ministère de la Culture d'avoir des collègues qui, j'allais dire, déchargés d'un certain nombre d'obligations administratives, peuvent se consacrer comme ça à la promotion d'un certain nombre de dossiers en utilisant les outils mentaux de la recherche. Tout ceci, une fois que ça a été porté à un niveau national ou international, a pour vocation à trouver, j'allais dire, son application concrète et son incarnation au niveau des régions. Et c'est là où le rôle des DRAC devient important, parce qu'il nous appartient de voir si, sur le territoire,
des projets d'inventaire peuvent servir à la reconnaissance, effectivement, du repas gastronomique des Français, des projets d'exposition, des projets de manifestation culturelle, en se déroulant réellement sur le territoire et en impliquant des acteurs avec lesquels soit nous travaillons déjà, soit nous ne connaissons pas, et donc ces acteurs-là apportent de nouveaux projets. Comment une DRAC peut-elle soutenir finalement extrêmement concrètement, d'abord symboliquement, puisque la place du ministère de la Culture est de l'ordre aussi beaucoup du symbole, pour revenir à des questions philosophiques ou anthropologiques, mais j'allais dire plus matériellement, comment effectivement l'échelon déconcentré du ministère, donc la DRAC qui représente le ministère dans toutes ses dimensions, peut-elle soutenir le label, l'existence du label Repas gastronomique des Français. Alors j'ai essayé de voir ce que nous faisions déjà, de manière, j'allais dire, au titre de nos compétences, pour revenir à la question, de nos compétences traditionnelles. Je me suis rendu compte qu'effectivement, nous sommes bâtis, nous sommes formés, peut-être déformés parfois, en tout cas pour agir surtout dans le domaine du patrimoine matériel. Toute la politique patrimoniale française s'est construite sur la préservation des traces matérielles de l'humain. On parle beaucoup, les chercheurs parlent beaucoup de l'anthropisation du milieu, et finalement, quand on protège monument historique, un objet, un site, un bâtiment, on s'intéresse à la trace matérielle que l'homme a laissée par le passé pour exercer certaines activités. Et dans le cas du repas gastronomique, c'est vrai qu'il me semble qu'on ne peut pas envisager le repas gastronomique des Français en tant que pratique vivante destinée à être transmise toujours par finalement les communautés, les groupes sociaux qui le pratiquent, sans avoir aussi le recul et se servir, parce que je pense qu'elles ne sont pas du tout obsolètes, de ces politiques de protection du patrimoine mobilier, monumental, archéologique. Et je donnerai simplement quelques exemples. Dans le domaine de l'archéologie, les partenariats noués entre une DRAC et par exemple une université comme celle de Tours, une UMR, font travailler des archéologues sur des chantiers de fouilles programmés, ou dans le cadre de l'archéologie préventive, nous faisons travailler aussi un opérateur qui s'appelle l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, et les chantiers d'archéologie préventive ou programmée s'attachent, et ce n'est pas négligeable, souvent à faire travailler, donc mettre au jour des connaissances et donc conserver par la connaissance la trace de pratiques qui sont liées justement à la manière de se nourrir. Et l'intérêt, souvent, c'est de faire travailler des archéologues paléo-environnementaux qui travaillent sur la présence de céréales, ou des anthropozoologues, des archéozoologues, qui, dans le cadre par exemple de la fouille d'un site hospitalier en milieu urbain, vont pouvoir dégager des connaissances tangibles sur l'existence d'une faune, l'existence de végétaux, et ce que ça dit sur effectivement la manière de se nourrir et les temps pour se nourrir. C'est-à-dire que sous la société d'Ancien Régime, la religion, vous le savez, introduit une distinction entre les moments où on utilise de la viande et les moments où on utilise le poisson. D'ailleurs, ça va au-delà de l'anecdote, puisque Sylvie Leclèche vient de parler d'archéozoologue. Je signale à ceux pour lesquels ce terme paraîtrait assez barbare que, accessoirement, Fred Vargas, l'auteur de romans policiers, est archéozoologue. Ça se voit d'ailleurs dans ses romans. Sous un autre nom, elle est archéozoologue. Voilà, donc ça c'est pour l'archéologie, je me contenterai de cet exemple-là. Il y a plusieurs chantiers de fouilles donc, qui révèlent finalement cette préoccupation de s'attacher à autre chose que l'étude des rites funéraires, l'étude effectivement des édifices publics, mais c'est aussi la manière dont l'humain finalement a utilisé sur le long terme ces édifices. Je glisserai très vite sur le côté monument historique. En étudiant les monuments historiques et en favorisant leur conservation matérielle, on ne s'intéresse pas uniquement qu'à la chambre du roi. Voilà. Beaucoup d'habitats aristocratiques ou vernaculaires conservent encore des traces matérielles de locaux,
où effectivement se prépare et se consomme la nourriture, avec des traces extrêmement intéressantes. Là, je prendrai un exemple en dehors de la région centre, qui a plutôt trait à mon expérience antérieure en Bourgogne, où beaucoup de manoirs avaient encore la pièce où on fabriquait la faisselle, et où sous les escaliers à vis se trouvaient de grandes baignoires en pierre où on salait effectivement la viande. Et ces traces matérielles font l'objet effectivement donc de protection monuments historiques. Vous avez cité l'inventaire général qui pendant très longtemps a été une compétence du ministère de la Culture, et à mon avis il y aurait des liens à redévelopper avec l'inventaire général transféré aux régions, parce que justement effectivement ces services qui étaient des services de recherche au sein des DRAC ont eu moi, j'ai été conservateur régional en Bourgogne aussi. Mon service a été l'un des premiers à travailler avec un ethnologue sur la question, justement, François Farot, sur la question des rites liés aux fêtes du vin, aux fêtes de la vigne. Et donc, autant les chercheurs de l'inventaire étudiaient les traces matérielles de l'exploitation de la vigne, autant, effectivement, l'ethnologue, lui, s'attachait à voir comment encore dans le vivant, dans le quotidien, les fêtes de la vigne, elles aussi menacées parfois de ringardisation, il faut bien le dire, pouvaient continuer quand même à se transmettre. Donc je dois dire que finalement, par le biais du patrimoine matériel, il y a une dimension immatérielle qui peut venir infuser ces vieilles politiques traditionnelles du ministère. Et donc ça veut dire que s'il y a dans une région des gens qui font l'inventaire de telles pratiques, c'est quelque chose qui rentre très bien dans le cadre effectivement de la fiche d'inventaire type qu'on trouve sur le site du ministère de la Culture et qui est liée à la reconnaissance du patrimoine immatériel. Et ça fait partie des actions qu'une DRAC peut aider et soutenir. Moi, ce que je remarquerais simplement, c'est que ce qui change, c'est que dans nos politiques traditionnelles patrimoniales, où on s'attache aux traces matérielles, l'État est souvent prescripteur. Et ce qui change, en fait, puisqu'on se soucie de la transmission au vivant, c'est que maintenant, avec le patrimoine immatériel, et en particulier le repas gastronomique des Français, prescrire n'est plus suffisant, ne garantit plus une efficacité maximum, et en réalité, les demandes, les besoins sont exprimés par les acteurs eux-mêmes, et c'est finalement l'administration qui, en regardant ce qu'elle fait déjà, essaie de se mettre en ordre de marche pour favoriser effectivement une nouvelle dimension. Plus qu'une nouvelle compétence, peut-être une nouvelle dimension. Je prendrai un dernier exemple, c'est que je suis frappée de voir que derrière l'importance sociale du repas gastronomique des Français, dans lequel on sent bien qu'il y a des rites de passage aussi, ou des rites de sociabilité, certaines productions culturelles, maintenant, laissent la place de plus en plus à un repas gastronomique qui n'est pas là simplement pour faire joli dans une manifestation culturelle, mais qui aide à mettre qui rend du sens, qui met du symbole dans un rassemblement humain autour d'un fait culturel. Je prends un exemple, les repas en blanc, les dîners en blanc, les repas qui peuvent accompagner, au moment des festivals, au moment des saisons culturelles, certaines programmations culturelles de châteaux. Je prends l'exemple de Valençay dans l'Indre, où le département et l'administratrice du château ont développé le concept de pique-nique chic, effectivement, de pique-nique chic autour du château, en propédeutique, en fait, en pratique propédeutique, pour créer du lien entre les gens qui y participent. Ces personnes se rassemblant ensuite dans le petit théâtre protégé monument historique où on va assister à un spectacle de danses anciennes. Ça me paraît très intéressant parce qu'il y a une intégration de différentes dimensions de patrimoine et il y a en même temps une transmission de valeurs humaine et un échange de connaissances autour de ce que l'on mange, autour de ce que l'on boit, et qui est généralement pas du tout, ce ne sont pas des produits importés d'ailleurs, si je puis dire, ce sont vraiment des produits qui sont diffusés d'abord dans effectivement cette région, c'est le sud de la région centre. Et je remarque que finalement, ces questions de repas sont
parfois ne sont plus du tout une occasion uniquement comme de décoration d'un fait culturel, mais sont plus intégrés au raisonnement de la production d'un événement culturel. En tout cas, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que si l'idée c'est de transmettre, effectivement, la dimension immatérielle peut assez facilement s'intégrer dans ce qu'une DRAC fait déjà, et il nous appartient en revanche d'être très attentifs aux besoins qui peuvent remonter effectivement de la société pour essayer de traduire avec les utilisateurs, les demandeurs, essayer de traduire des actions et de les accompagner jusqu'à leur réalisation. Voilà. Et les besoins de la société, c'est vrai que du coup, on s'éloigne insensiblement de la question du patrimoine qui est un pilier sur lequel le ministère de la Culture s'installe depuis longtemps, et à juste titre, d'une certaine façon, ce qui est vraiment à l'origine de l'origine du ministère, c'est les monuments historiques, quoi, si on veut. Ça remonte à l'époque du romantisme, mais clairement, l'une des questions récurrentes à l'égard de laquelle on peut dire que le ministère de la Culture n'est peut-être pas très au clair, est-ce qu'il l'est plus en 2014 qu'à l'époque de Malraux? Il y a eu une tentative à l'époque de Lang, et on peut dire que ça a plutôt tourné court, hein, soyons clairs, certains d'entre vous peuvent voir à quoi je fais allusion, et il y a eu d'ailleurs plusieurs tentatives. C'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce que le monde de la culture, on va l'appeler comme ça, est disposé à faire une place, plus qu'un strapontin, à l'idée qu'il y a aussi une créativité, une création dans le domaine, disons, gastronomique. Ou est-ce qu'au fond, il y a toujours l'idée quelque part, alors ça rejoint une discussion de la table ronde précédente tout à fait intéressante, parce que ça a été souvent un argument. Par exemple, il y a des débats actuellement sur ce qu'on appelle l'artification de la cuisine. Est-ce que la cuisine devient un art? D'une certaine façon, elle l'a toujours été, surtout au sens classique, ancien du mot art, c'est-à-dire manière de faire. Hein, arts et métiers, arts martiaux, pourquoi pas, art de la cuisine, bien sûr. Bon, d'accord. En même temps, si on y met quand même une volonté culturelle forte, et en particulier la tradition du ministère de la Culture en France, des beaux-arts, etc., là, j'ai l'impression que ça grince un petit peu, et que les ministres, les cabinets ministériels, qui, dans le cabinet ministériel, à telle époque, suivent vraiment la gastronomie, est-ce que c'est pas un mystiquerie qu'on se passe? On a l'impression qu'il y a quand même une sorte de frein qui tient à beaucoup de choses, en particulier à ce que les professionnels de la culture sont déjà sur le terrain, et se pousser pour faire une place supplémentaire, c'est toujours problématique, surtout quand le gâteau se restreint, hein, pour être très clair. Mais il y a sans doute une vraie question de fond. Est-ce qu'au fond, le cuisinier a vraiment droit à une sorte de label artistique qui lui permettrait de ne pas simplement être dans les compétences de commerce, industrie, agriculture, voire éducation nationale, mais vraiment culture? Et là, j'ai l'impression que ça freine un petit peu. Et dans la discussion de tout à l'heure, je crois que c'était Martine Villelong qui en a parlé, ça concernait le fait que le côté évanescent et intime du goût, il faut quand même se poser la question, presque philosophique, par rapport à d'autres manifestations, pouvait être un obstacle à la reconnaissance d'un art avec des jugements de goût. Alors que le paradoxe, je termine ma question là-dessus, et je la pose peut-être à Sylvie Leclèche, mais je pense que Sophie Mise aura des choses à dire de son point de vue dans un instant, juste après. Je vous rappelle que quand on parle du goût aujourd'hui, le goût au sens esthétique du terme, c'est un mot qui vient de l'alimentation, et non pas le sens inverse. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement le goût en tant que sens du goût, goût quand vous goûtez quelque chose avec la langue, les papilles, etc. Et c'est ça qui est passé ensuite, je dirais, à l'art contemporain, et pas le sens inverse. Donc, d'une certaine façon, l'art contemporain devrait ne pas être ingrat, se rappeler que gustus, ça vient de chez eux. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez à dire là-dessus. Je dirais que la problématique que vous énoncez n'est pas spécifique en fait à la question de la prise en compte d'un fait social comme le repas gastronomique des Français, puisque c'est problématique finalement de jugement implicite social, hein, on peut le dire, de hiérarchie supposée, relève du domaine de la représentation, et que le mécanisme qui consiste à établir une hiérarchie de valeurs est en réalité très souvent social et se retrouve quel que soit le sujet. Rappelons-nous que pour l'art de la... Ça pourrait valoir pour la bande dessinée, par oui, exemple. Ou pour la marionnette. La marionnette, il existe, ou le cirque. Ou le cirque, il existe aujourd'hui des écoles nationales, et effectivement, alors que très longtemps, vous savez qu'on discute encore sur la notion d'art populaire. Et pourquoi populaire? Parce qu'effectivement, en prononçant cet adjectif, on se trouve d'emblée dans le domaine des représentations. Et on voit bien
comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, après une période, j'allais dire, souvent longue, de tests, de profusion assez naturelle, l'État vient effectivement reconnaître. Et dans ce cas-là, parce que ça c'est aussi la confiance de la société qui dit l'État reconnaît, c'est très ambivalent parce que ça veut dire que si l'État reconnaît, on crée une hiérarchie de valeurs et on suppose que la pratique, parce qu'elle est reconnue par l'État, est arrivée à une sorte d'acmé, c'est-à-dire assez haut dans la hiérarchie des valeurs. Et je pense qu'on a connu ça, donc pour les 2 exemples que je viens de citer, mais également pour l'art contemporain. Et c'est vrai qu'au sein du ministère de la Culture, vous avez raison de dire que comme nous favorisons beaucoup la production, c'est-à-dire le créateur, à un moment donné, le ministère est habitué, parce que peut-être aussi que peu de personnes aujourd'hui voudraient encore le faire et que nous, on continue à le faire. On favorise la création, c'est-à-dire les créateurs, ceux qui font. Et on a, il faut bien le dire aussi, une augmentation exponentielle du nombre de personnes qui se revendiquent créateurs. Et là, il y a une difficulté parce qu'à un moment donné, le ministère, pour soutenir, est amené effectivement à proposer des démarches de labellisation. Et c'est ce qui crée le jugement effectivement implicite de valeur et c'est ce qu'on peut effectivement nous reprocher. Maintenant, je crois qu'avec le repas gastronomique, étant donné que nous sommes dans le patrimoine immatériel, il y a une chance qui s'opère, qui est que, comme justement l'État n'est pas prescripteur dans ce domaine, au contraire de ce qu'il fut et de ce qu'il reste encore pour le patrimoine immatériel, voire dans une certaine mesure la sélection d'artistes par le biais de la recherche de l'émergence, du génie, de la reconnaissance, des conventions. Cela dit, ce n'est pas fixé à demeure, on conventionne, on déconventionne, c'est un paysage mouvant, il ne faut pas voir ça comme une pyramide d'Égypte qui serait effectivement fixée comme ça ad vitam aeternam. Mais pour le patrimoine immatériel, dans la mesure où ce sont les communautés qui portent, il y a une occasion, je pense, historique, justement de briser peut-être ce schéma de représentation. Bien, je me demande ce que pense Sophie Mise de cet échange entre cultureux, en quelque sorte. Est-ce qu'elle se sent directement concernée parce qu'il y a quand même des passerelles qui ont dû être établies à l'occasion de la fête de la gastronomie ou d'autres occasions avec le ministère de la Culture ou avec les DRAC, ou est-ce qu'elle peut témoigner qu'il y a quand même plusieurs sociétés qui, pour l'instant, s'apprécient, se respectent, mais qui ne dialoguent pas tellement? Parce que, d'une certaine façon, à partir du moment où un des axes du ministère de la Culture, et on peut le comprendre, ça me paraît très bien qu'on développe la notion de patrimoine immatériel. Je rappelle, parce qu'on a cité les Japonais, que pour simplifier, le patrimoine immatériel, il nous est venu du tiers-monde et des Japonais, c'est-à-dire ceux qui ont fait remarquer que des cathédrales de Chartres, ils n'en avaient pas tellement, mais qu'en revanche, ils avaient des pratiques rituelles traditionnelles. Bon, les pays d'Afrique, par exemple, sont montés au créneau, même l'Amérique latine. Bon. Donc, c'est tout à fait intéressant. On peut dire que c'est un progrès, cette notion qui peut paraître bizarre de patrimoine immatériel. Je signale que la France n'est pas la seule à avoir fait classer des pratiques alimentaires. Voilà, des pratiques alimentaires, c'est-à-dire que le Mexique a vu une de ces pratiques alimentaires classées, sans parler d'un certain nombre d'autres pays qui sont tout à fait sur les rangs. Vous le savez peut-être, il y a un pays qui cherche beaucoup depuis quelques années sur le plan international à valoriser sa production culinaire, c'est le Pérou. Le Pérou qui se présente aux yeux des latino-américains comme vraiment le pays de référence, un peu la France de l'Amérique latine pour ce qui est de la cuisine. Ça provoque plein de débats, etc. C'est tout à fait intéressant de voir la dimension géopolitique de ça. Mais d'accord, ça c'est le patrimoine immatériel. Mais il y a aussi des professionnels de la profession, il y a des restaurateurs, il y a des producteurs, etc. Alors je ne sais pas si Sophie se retrouve dans ce face-à-face. Alors, ça serait bien que ce ne soit pas un face-à-face, quoi. Enfin, disons qu'en tout cas, dans ma pratique pour monter la fête de la gastronomie, je monte souvent des comités de pilotage en région, dans des grosses mairies,
Et contrairement à ce que tout le monde attendait, je sollicitais systématiquement dans ma vision du décloisonnement, en allant de l'amont à l'aval, et évidemment la zone culture qui est assez obsessionnelle chez moi aussi, les maires adjoints, culture, en général, commerce, artisanat, développement économique et tourisme. En fait, quand je vais dans une ville ou sur une région ou un département, voilà, plus la partie agriculture, les gens que je sollicite, que ce soit sur des élus, sur des métiers, des chefs d'entreprise, des syndicats, des confédérations, etc., j'essaye de m'appliquer à réunir en tout cas tous ces métiers qui est la diversité des axes que j'essaye de travailler sur la fête de la gastronomie et du coup de ces acteurs. Alors c'est intéressant de voir que, alors je ne sais pas si c'est l'effet de ma carte de visite ou bien si c'est en effet tout ce que vous avez raconté précédemment, mais régulièrement, et ça m'est arrivé encore récemment, et je ne lâcherai pas cette fois-ci, un maire adjoint culture m'a renvoyé avec une espèce de mépris assez curieux. Même, on avait l'impression que j'ose m'adresser à lui était une chose étonnante, en me disant, mais enfin madame, votre projet, c'est un projet commerce, artisanat, développement économique. Ah oui, vous vous occupez du tourisme aussi? Oui, monsieur, en effet, je suis en train de créer une offre touristique pour le pays sur 3 jours, France et internationale. Et pourquoi la culture? Donc en fait, je me retrouve à expliquer à des maires adjoints culture, et je peux vous dire de très grandes villes, et récemment, j'ai été virée 2 fois par quelqu'un que je suis plutôt têtue, en étant bretonne sans doute, donc je ne vais pas lâcher ce monsieur. Vous allez rentrer par la fenêtre. Ouais, j'aime bien ça, à vrai dire. et c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'il y a une résistance intrinsèque des acteurs de la culture alors que je veux aller vers eux. Et je me suis dit que c'était intéressant de voir aussi la manière dont la société était dans des zones closes, entre guillemets, avec des prises de parole un peu enfermées et enfermantes. Et peut-être que finalement, et je l'ai vu avec ce qui est en train de monter comme projet dans la fête de la gastronomie, que je réclamais, mais on a vu cette année les très belles tables rondes de Ferrandi. On a eu de très jolis projets à Paris qui ont été amenés par Paris Bibliothèque, une exposition sur les cuillères, un très beau dialogue avec Pierre Gagnère, des choses sur le lien avec les pratiques, des outils, des expositions photos. Moi, je passe beaucoup de temps à encourager des projets comme ça. Cette année, on est quand même passé, on avait à peu près 700 projets culturels. Je peux vous dire que ça prouve qu'il a fallu que j'insiste, mais que ça vient. Néanmoins, le fait que j'ai cette demande d'aller mettre les gens de la culture dans les projets, il y a des résistances parce qu'il y a, en effet, ce que vous avez dit. Alors là, on peut être dans la perception de ce qu'on a à faire et à raconter, d'un langage un peu différent, même si moi j'aime bien passer de l'un à l'autre, mais c'est assez compliqué. Je l'ai vu notamment, j'avais vu ça à Bordeaux, où ils avaient amené, et je sentais que j'ai osé mettre à la même table maire adjoint culture et commerce artisanat. Je créais déjà d'entrée une forme de friction, de posture, etc. Alors moi, je m'emploie à les réconcilier en citant des exemples pour les uns, pour les autres, en disant, écoutez, vous pouvez même mettre en place des sujets culturels dans une cantine scolaire avec des profs, etc. Alors là, je vois des yeux qui s'ouvrent comme ça. Genre, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle nous fait comme mélange? Cette femme est folle. C'est pas très grave. Voilà, on a eu ensemble sur le travail de préparation de Tours. Là, j'étais vraiment contente parce qu'en effet, Sylvie est venue et qu'on a eu un travail ensemble. Je me demande même si le travail va peut-être plus venir de la base pour remonter. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on a ce propos-là incluant de réconciliation, comme je pense qu'il est utile pour ce pays et qui sera utile tant pour la fête de la gastronomie que pour tous les acteurs de la gastronomie, et puis également le rayonnement français, parce qu'il s'agit de ça quand même au final, autant de travailler sur le rayonnement que sur nous-mêmes. Je crois qu'il faut être proactif, ne pas avoir peur de casser des codes et aller les uns vers les autres. Et c'est vrai qu'un professeur d'école écolière, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas voir le conservateur d'un musée? Enfin, il faut rien s'interdire. C'est souvent les personnes que je rencontre pour monter un projet me disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors je lui dis, la seule chose que je ne veux pas, c'est ce qui est inscrit dans la charte juridique: pas de lancement de produits, pas d'opération commerciale et pas d'utilisation de lobbying ou voilà, d'instrumentalisation économique ou politique. Et là, je fais très attention dans mes labellisations. Mais je dis, n'oubliez pas que vous êtes des êtres libres, quoi. Ayez de l'imagination, lâchez-vous, imaginez des passerelles, ayez peut-être un propos un peu étrange ou bien... vous voyez, le ministre de l'Agriculture a créé des rabelaisiennes et on est vraiment aussi dans le propos de Rabelais. C'est-à-dire Rabelais a souvent été désigné
à tort par les gens qui ne l'ont pas étudié, comme une espèce de propos sur l'histoire de Pantagruel. Je me souviens quand j'ai étudié ça en seconde, on manque un peu de maturité quelque part pour aller regarder ça, et on voit juste cet aspect de ripaille, etc. Alors que quand on voit son parcours, c'est éminemment politique, c'est une forme de résistance à la résistance de l'ouverture à la Renaissance, et je trouve que ce qu'on peut aller porter aussi à travers le repas, à travers la pratique, les produits, la gourmandise, mais en mettant en valeur les êtres qui la composent et les métiers, quelque chose de revendicatif, de vivant, et de montrer que la société, c'est quelque chose qui circule entre des zones culturelles, économiques, métiers. Bon sens, si c'est de ça qu'on est fait. Voilà. C'est vrai que dans cette université qui s'appelle François Rabelais, dans une partie du bâtiment qui est sous l'égide de Thélème, on peut penser, je ne dis pas qu'il y a eu régression, mais en tous les cas qu'on n'est pas complètement fidèle en 2014, malgré nos efforts, à l'esprit de Rabelais. Mais ce qui me frappe, évidemment, c'est que c'est symétrique, c'est-à-dire que les différents camps, on va supposer, on ne va pas être angélique, qu'il y a quand même des camps, des corporations, des identités de corps, et pas simplement dans un pays comme la France, mais la France sait bien ce que c'est que le corporatisme. C'est un peu symétrique, hein. C'est comme pour l'enseignement technique. Pendant très longtemps, l'enseignement technique, j'avais eu l'occasion de travailler là-dessus, pendant des générations, a pleuré en disant « nous ne sommes pas considérés ». Mais quand il y avait des tentatives de rapprochement avec l'enseignement général, l'enseignement technique a dit « ah bah non, on ne va pas se fusionner, perdre notre identité ». On connaît ça, ça s'appelle aussi le nationalisme ouvert, fermé, etc. Bon, c'est parfois symétrique. Récemment, un collègue qui organise un séminaire sur l'histoire de la gastronomie me disait qu'il tenait ce séminaire depuis plusieurs années dans un lycée hôtelier. Puis finalement, il a choisi cette année, à la rentrée, un autre lieu, plus classique, plus culture. D'ailleurs, c'est un musée, je ne rentrerai pas dans le détail. Il m'a dit, mais entre autres, parce que pendant plusieurs années, ce lycée hôtelier nous a gentiment accueillis, mais il n'y a eu aucune tentative de nouer des liens. C'est-à-dire que ce lycée hôtelier accueillait un séminaire d'un assez haut niveau. Puis voilà, c'est quand même assez... Moi, j'étais un peu surpris, parce que c'était une si belle occasion pour le responsable du lycée hôtelier, mais bon, voilà. Donc, passons, il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être d'ailleurs que le responsable du lycée hôtelier en question est dans cette salle, je ne sais pas, après tout, et qu'il aura un autre point de vue, mais enfin, bref, il faut faire un peu de volontarisme, parce que chacun peut être très très bien dans sa coquille. Je ne sais pas si une des trois personnes ici présentes, ou les trois, pour terminer, passer maintenant la parole à la salle, puisque vous n'êtes pas encore tous partis, c'est remarquable. Oui, Pascal. Donc, Francis Chevrier, donc, je dirige l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Et j'aimerais apporter à la fois un petit témoignage, justement, sur la démarche qui a conduit à l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et au contexte de l'époque. Parce que tu sens que les choses bougent, que la société bouge, que la gastronomie, la cuisine, pour l'ensemble des Français, fait partie en effet de leur culture et de leur patrimoine. Et à l'époque, nous avions d'ailleurs commandé ou commandité un sondage qui en témoignait, vraiment. 97% des Français estiment que la cuisine fait partie de leur culture et de leur patrimoine. Mais cette société, elle est éminemment en avance par rapport au ministère de la Culture, pardonnez-moi mesdames. Mais c'est vrai parce que quand nous avons lancé cette idée de faire inscrire des éléments de la gastronomie française sur la liste du patrimoine de l'humanité, lancé cette idée ici même dans le cadre des rencontres François Rabelais, puisque nous avions organisé une conférence de presse en 2006 disant voilà, on aimerait lancer cette idée et faire en sorte que la convention de l'UNESCO prenne en compte des éléments liés à la gastronomie. Le premier obstacle que nous avons eu à franchir à l'époque, c'est le ministère de la Culture. Le premier obstacle. Je me souviens des yeux ébahis de la conseillère art plastique de Renaud Dondieu de Vabre, à l'époque ministre de la Culture, puisque c'était la conseillère art plastique qui avait la gastronomie dans son champ de compétences. La malheureuse découvrait qu'elle avait la gastronomie dans son champ de compétences quand je suis allé lui apprendre cela. Donc c'était montrer le peu de considération que le ministère de la Culture à l'époque accordait à la gastronomie. Une autre preuve, si besoin en était, voyant le peu d'intérêt du ministère de la Culture pour ce sujet, nous avions essayé de
d'intéresser le président de la République. Et peut-être maladroitement, Sylvie Grenet l'a rappelé, maladroitement, il s'était néanmoins engagé. Et à partir du moment où il s'était engagé, le ministère a bien été obligé de suivre, mais il l'a fait en traînant des pieds. Et j'étais allé voir son conseiller. On nous a dit, écoutez, bon, il faudrait que le ministère de la Culture, quand même, s'intéresse davantage au sujet, parce que vis-à-vis de l'UNESCO, c'est un très mauvais signe. Si le ministère de la Culture montre qu'il ne s'intéresse pas à l'idée de faire inscrire des éléments de la gastronomie française, vraiment, ça n'a pas de sens. Et le conseiller en charge des affaires culturelles du président de la République à l'époque m'avait dit textuellement, et je cite, il m'a dit, bon, on va faire le job parce que le patron a parlé. Mais franchement, la cuisine, ça ne fait pas partie de la culture. La culture, c'est ce qui élève l'âme, c'est l'opéra et les cathédrales. Refermez les guillemets, je vous jure, c'est ce que ce conseiller en charge de la culture auprès du président de la République à l'époque m'avait dit. Et donc je suis intimement convaincu que cet état d'esprit est toujours celui qui règne au ministère de la Culture aujourd'hui, parce que tu as rappelé, Pascal, que le ministère de la Culture, c'est avant tout quand même un ministère des Beaux-Arts, hein, et que la gastronomie n'est pas, et la cuisine ne fait pas partie, n'est pas considérée par le ministère de la Culture comme faisant partie des Beaux-Arts. Donc ça, c'est un vaste débat qu'on ne va pas ouvrir ici. Mais si je demandais à Sylvie Leclèche quels sont les crédits qu'elle accorde à la gastronomie et à la cuisine dans le cadre d'une politique culturelle mise en regard de ceux qu'elle accorde au théâtre, aux arts plastiques ou à d'autres disciplines artistiques, elle serait bien embarrassée pour vous répondre, parce que je suis persuadé qu'il y a très très peu de crédits qui sont accordés par la DRAC, par exemple, pour favoriser ces démarches. Donc tu disais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, en citant Reverdy, mais c'est effectivement, tout est là. Et il faudrait que la France se dote d'une vraie politique culturelle en faveur de la gastronomie. Parce que ce ministère exerce un vrai magistère, et c'est important dans ce pays. Le ministère de la Culture a l'importance qu'on lui connaît. Et ce serait essentiel qu'il dise aux yeux du monde, bien nous, Français, nous estimons que la cuisine, la gastronomie, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, et on va s'en saisir au même titre que le théâtre, au même titre que la littérature, et on va faire des actions, et on va le promouvoir. Et, ça, et pas forcément d'ailleurs de manière très coûteuse. Moi, je cite souvent une chose à faire. Par exemple, l'Académie des Beaux-Arts. Très simple, l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts, sur une quarantaine de fauteuils, compte aujourd'hui, par exemple, 4 ou 5 graveurs. C'est très bien la gravure. Mais aucun chef cuisinier n'a jamais été invité à siéger à l'Académie des Beaux-Arts. Pourtant, ces chefs cuisiniers, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le rayonnement culturel de notre pays aux 4 coins du monde? Il serait temps que l'Académie, par exemple... Et ça ne coûte rien, ce n'est pas une question de crédit, c'est une question de symbole. Donc voilà, donc tout, à mon sens, en ce qui concerne la politique culturelle en faveur de la gastronomie, tout est à faire, tout est devant nous. Donc retroussons les manches et allons-y. Voilà. Avant de donner applaudissements sur plusieurs bancs. Avant de donner la parole aux deux Sylvie qui brûlent de répondre, je signale que la Villa Médicis, qu'on ne présente pas, s'est ouverte très modestement, à 2 reprises, aux arts culinaires. Bon, c'était un signe, en même temps un signe peut-être ambigu, parce que c'est resté très ponctuel, mais c'est les petits ruisseaux peuvent faire les rivières. Alors. Donc effectivement, moi je vais totalement abondé dans le sens de Francis Chevrier, tout simplement parce que, pour revenir aussi à ce qui s'est passé il y a 10 ans, nous, lorsqu'on a commencé à travailler sur le patrimoine culturel immatériel, au sein même du ministère, on a eu énormément de problèmes à faire admettre la notion auprès de nos collègues, et qui sont effectivement des collègues, pour la plupart, en tout cas ceux qui sont maintenant dans des postes d'encadrement très formatés Beaux-Arts et Beaux-Arts Monuments. Cela dit, depuis 10 ans, et je pense quand même que la Convention sur le patrimoine culturel immatériel a quand même beaucoup joué. Les lignes changent
Et ça, on a vraiment constaté ça depuis 4-5 ans. Je peux quand même vous dire que moi, au début, quand j'ai travaillé sur le patrimoine culturel et matériel, je m'en suis quand même entendue d'excellente. Vraiment. Donc, c'était, en gros, c'était... bon, en fait, on faisait des choses qui n'avaient strictement aucun intérêt et qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout de l'ordre de ce qui pouvait rentrer dans le domaine de la culture. Et c'est vrai, du coup, que l'introduction, l'arrivée de la gastronomie a été pour nous, on se le disait dans les couloirs, enfin on n'est que 2 collègues qui travaillons sur le sujet, pour nous, et je le dis très franchement, Francis Chevrier, pour nous ça a été une bénédiction, parce que ça a été vraiment pour nous l'occasion, puisqu'il y avait un apport présidentiel qui était très fort, bien que maladroit, mais quand même très fort, c'était pour nous l'occasion de poser le patrimoine culturel immatériel et de poser cette politique. Et ensuite, d'autres candidatures qui sont arrivées sont passées beaucoup plus facilement. Et donc là, ça a été vraiment une ouverture pour nous, pour pouvoir institutionnellement faire rentrer des choses qui n'entraient pas dans le domaine de la culture. Mais bon, les gens changent, les politiques culturelles sont portées par des gens différents. Donc même actuellement, on peut avoir des gens qui vont avoir des remarques parfois un peu assassines. Et c'est vrai que là, par exemple, très récemment, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est un conservateur du patrimoine assez connu que je ne nommerai pas lors de l'exposition, d'une visite de l'exposition au Couzaï au Grand Palais, où là, la conservatrice en charge du commissariat de l'exposition a montré un paquet de bonbons qui a été dessiné par Hokusai, et elle a une approche très sociologique de l'œuvre de Hokusai. Bon, ce conservateur du patrimoine a éclaté de rire en voyant le paquet de bonbons, parce que pour lui, c'est totalement négligeable. Or, nous pensons qu'il y a peut-être eu une chance pour les gens de connaître Hokusai au Japon à l'époque, c'était par ce paquet de bonbons, ils avaient à la fois le plaisir gastronomique et le plaisir visuel. Ça, c'est quand même un truc extraordinaire qui n'arrivait pas en France. Donc oui, de toute façon, il y a des courants qui sont... variés au sein du ministère, mais je persiste à le dire, le courant maintenant majoritaire, celui qui va gagner de plus en plus, c'est ce courant qui vraiment comprend que les ordres, ou en tout cas les jugements pour déclarer ce qui est ou ce qui n'est pas art ou ce qui est ou n'est pas pratique culturelle, ça n'est pas maintenant aux fonctionnaires de les décréter, c'est vraiment aux communautés, aux gens qui les portent, de les montrer et de montrer que ce qu'ils font, c'est de la pratique culturelle. Donc ça existe pour les musiques actuelles. C'est en train de se passer aussi pour le street painting, sur lequel je suis en train de travailler, qui est un phénomène qui est assez marginal en France, mais très développé justement en Italie, et qui est en train de prendre de l'ampleur. Et j'aimerais beaucoup travailler à l'inscription du street painting au patrimoine culturel immatériel. Bon, alléluia, entre parenthèses, l'exemple de Nicolas Sarkozy, citons le nom quand même, hein, voilà, montre bien que nous sommes un vieux pays monarchiste aussi. Bon, une ou deux questions. Alors, voilà. Oui, Stéphane Merceron, secrétaire général de l'association de préfiguration de la Cité de la Gastronomie en Val-de-Loire. Pour aller dans le prolongement de l'intervention de Francis Chevrier, il y aurait une décision qui ne coûte rien, si ce n'est le temps de travail, à prendre. 19 notes de service et circulaires ministérielles ont, au cours de ces 15 dernières années, favorisé la promotion et l'encadrement des pratiques artistiques et culturelles au sein de l'éducation nationale, donc publiée au BOEN. Il pourrait être intéressant d'avoir une circulaire, justement, dédiée à la gastronomie, et plus particulièrement qui promouverait aussi l'approche globale de la gastronomie, celle de Brillat-Savarin, parce que dès lors qu'on n'est pas simplement sur le patrimoine, la cuisine et les beaux-arts, on est sur tout ce qui touche au rapport de l'homme à l'alimentation. Et lorsqu'on est sur cette définition, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, on est sur des enjeux de société. On est aussi sur la possibilité de faire de liens avec les programmes officiels, y compris dès la classe de maternelle pour les apprentissages fondamentaux. Donc ça serait pour une approche, on va dire, descendante. Au niveau ascendant, alors c'est une toute petite initiative, mais à la limite, chacun d'entre vous peut y contribuer. Dans le cadre de l'association de préfiguration, nous avons créé un site, un tout petit site pour l'instant, qui s'appelle igastronomie.org, i avec un E comme éducation, donc e-gastronomie.org. L'idée étant d'avoir un plateau numérique d'échange dans lequel chacun puisse apporter sa pierre et notamment capitaliser des expériences déjà réalisées dans le cadre de l'éducation nationale ou de l'éducation populaire ou en dehors. Voilà. Et puis pour juste terminer, remercier la DRAC Centre, puisque si vous avez dans
dans vos pochettes un petit dépliant présentant le repas gastronomique des Français, c'est parce que la DRAC Centre a financé ce dépliant. C'est ce que Sylvie Leclèche me disait à l'oreille. De toute façon, elle a participé, le ministère de la Culture, la DRAC, au financement de cette manifestation ce matin. Une dernière question, peut-être une... Juste une petite minute quand même. Si ça ne vous dérange pas, ce sera la dernière question. Oui. Une intervention qui a double sens. Déjà, je suis élue de la ville de Reims en charge du patrimoine matériel et immatériel à ma demande. Alors, mon expérience est qu'on m'a regardée comme une folle parce que je voulais ajouter le patrimoine immatériel, mais que maintenant, cette légitimité me permet d'avancer. Donc, vous voyez, tout doucement, les choses avancent. Donc, je vais rentrer en contact avec Madame la DRAC de Région Centre pour pouvoir, moi, entrer en contact avec la DRAC de la Champagne-Ardenne. Voilà, petit à petit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais il y a de temps en temps des élus qui essaient de bouger quand même un petit peu. Voilà. C'est très bien. On termine sur une note très positive. Et je vois que ces tables rondes, même si elles se terminent devant des publics qui se clairsèment, peuvent créer des petits réseaux. Alors, désolé, Gérard Kenyon n'aura sans doute pas le temps de poser sa question, parce que au repas peut-être, parce que je pense que la meilleure preuve de prouver que c'est une culture, c'est de se retrouver pour discuter au moment des repas. Parce que l'un des grands moments pour discuter dans une société humaine, c'est un repas. Hein, voilà. Résultat, aucun effet. Sauf éventuellement un frémissement de moindre dégradation. On the air with Brian, lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be knowing none. See me in the party, baby, give me a chance, and everybody know I'm coming to grab your hand and dance, and you gon' party getting hard.